Nvidia en route vers de nouveaux records, débrief du compte-rendu de la fête d'hier soir, nouvelle opportunité extraordinaire sur Binance. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir ce matin, vous en doutez bien. Hier soir était une soirée particulièrement importante pour la suite de l'année sur les marchés financiers. On va revenir sur ces éléments-là. On a eu des premiers résultats aussi macroéconomiques ce matin avec les chiffres PMI et d'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis on va se tourner aussi sur les prochains enjeux, les prochaines opportunités de cette deuxième partie de semaine qui vont se présenter à nous. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est là-bas que tout se passe. Allez, c'est parti. On va, pour commencer, revenir sur la publication des chiffres de Nvidia. Donc vous savez, Nvidia qui est l'entreprise un petit peu numéro 1 en ce moment dans le secteur de la tech, mais j'ai envie de dire globalement sur les marchés financiers dans leur intégralité. Donc il y avait une grosse question, un gros doute sur quels allaient être les résultats qui vont être publiés sur Nvidia. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être moins bien? Est-ce que ça va être conforme aux attentes? On a vu d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes sur le marché hier avec le VIX qui est reparti à la hausse. Il y avait du doute, il y avait de l'incertitude. Et au final, Nvidia nous a publié des résultats absolument extraordinaires à nouveau. Alors, le cours de l'action en post-market n'a pas forcément réagi de manière extraordinaire, mais par contre, regardez aujourd'hui, en pré-market, on a une ouverture estimée à 774 points. Donc, on ravèlerait toute la baisse du début de la semaine et on irait chercher de nouveaux plus hauts. Évidemment, ça a impacté aussi directement les indices américains, vous le voyez ici avec le Nasdaq, le Dow Jones qui sont aussi repartis à la hausse, même chose pour le S&P 500, même si le S&P 500 a été un petit peu plus mesuré, donc voilà, très logiquement, on a des marchés qui réagissent bien, et puis alors, ce qui est assez impressionnant, c'est l'ampleur d'Nvidia fait qu'on a une réaction qui a été observable aussi sur les indices européens qui nous ont fait des ouvertures haussières absolument dingues ce matin. Regardez ici le DAX, le CAC. Et pareil du côté du marché crypto. On y reviendra tout à l'heure. Mais les crypto-monnaies dans le secteur de l'intelligence artificielle, je pense à Tao, je pense au FET, je pense aussi à Agix, eh bien, ont réalisé de très très belles performances justement à la suite de la publication des résultats d'Nvidia. Donc c'est pour vous dire vraiment l'ampleur de cette action. Je vous le disais hier dans le chat général sur le Discord, ça fait très longtemps et j'ai même pas souvenir d'avoir vu une action avec autant de poids dans l'économie mondiale. Parce que je vous en ai déjà parlé, aujourd'hui on est à un niveau d'hyperconcentration qui est absolument dingue sur les marchés. Le secteur de la tech aux États-Unis est responsable de tout. Et même si on regarde plus précisément dans ce secteur de la tech, c'est particulièrement le secteur de l'IA qui supporte le reste des marchés. Et puis on a une hyperconcentration, si on extrapole ça à l'échelle mondiale, avec le secteur de la tech qui soutient les marchés américains, qui eux ont un poids dans l'économie mondiale qui a rarement été aussi important. Donc on a une hyper concentration des marchés autour de quelques petites actions, autour de quelques petites entreprises. Donc c'est dangereux forcément parce que si on a l'une d'entre elles qui est amenée à vaciller un petit peu, eh ben ça pourrait avoir des conséquences vraiment très dramatiques, très importantes sur le reste des marchés. Ok ? Donc pour le moment, en termes de prise de position, donc moi vous savez que j'étais sorti de mes positions la semaine dernière sur le DAX et sur le CAC. Là ce qui est assez intéressant avec le DAX qui va être à surveiller si on ne fait pas un petit peu la même chose que ce qui avait été fait, rappelez-vous en fin 2023, c'est-à-dire un excédent en dehors de ce porte-voix daily pour au final ensuite avoir une réintégration et repartir plus bas. Surtout que demain on aura les chiffres de la croissance et les chiffres IFEO, donc perspective économique, en Allemagne. Donc là, voilà, attention à ce que ça ne soit pas une sorte de fake out. Donc voilà, soyez prudents si vous voulez rentrer à l'achat maintenant. C'est peut-être pas le meilleur moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va attendre dans tous les cas d'une confirmation. Et puis du côté du CAC, bon bah voilà, on reste dans une très très belle tendance haussière, bien soutenue par des résultats microéconomiques positifs pour l'indice. Je pense notamment aux résultats d'LVMH d'il y a quelques semaines, aux résultats de Pernod Ricard la semaine dernière et de Carrefour là il y a 2 jours qui ont été très bons et qui permettent de soutenir tout ça. Ok ? Donc sur les indices européens, on ne touche pas pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus forts d'ailleurs que les indices américains. Et ça c'est assez étonnant, c'est assez rare que ça arrive. Voilà. Le seul indice européen qu'on touche, c'est le FTSE du côté britannique sur lequel on est rentré en short
début de semaine. J'ai fait un renforcement de position ce matin sur cette mèche. Donc là, ça se passe très très bien. On est sur un indice qui est faible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tape sur les faibles. Alors ne sortez pas cette phrase du contexte, s'il vous plaît. Mais voilà, sur les marchés, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on insiste sur les actifs qui sont plus faibles quand on souhaite les vendre. Et inversement, on insiste sur les actifs les plus forts quand on souhaite les acheter. D'accord? Donc là, on ne touche pas DAX et CAC. Par contre, on voit que le FTSE est plus faible. Donc lui, on le vend, on y va. Sur les indices américains, donc moi, je suis toujours vendeur sur S&P. Je suis toujours vendeur sur le Dow Jones. D'ailleurs, j'ai failli me faire stop loss ce matin. Par contre, sur le Nasdaq, j'attends. J'avais un biais acheteur sur cette zone. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans le serveur Discord. J'avais clôturé ma position justement à l'approche des résultats parce que je trouvais ça un petit peu risqué. Au final, j'avais raison. Il y a eu une petite déviation vers le bas, un petit excédent baissier. Et au final, on est reparti à la hausse derrière. Pour moi, on reste dans une configuration baissière. Malgré la remontée des indices américains, on voit qu'il y a potentiellement des tops qui sont en train de se former. Donc soyez prudents, attendez des confirmations avant de rentrer. Et puis surtout, attendons de voir aussi la session de Wall Street cet après-midi qui va être très intéressante. Avec donc l'ouverture d'NVIDIA qui devrait être à la hausse comme je vous le montrais tout à l'heure. Puisque là sur du pré-market, on est une estimation à 773, 774 points. Ça augmente encore. Mais pas seulement, puisque cet après-midi, on aura aussi des résultats macroéconomiques qui vont potentiellement apporter de la volatilité sur les marchés avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de logements existants, donc données sur l'emploi, données sur l'immobilier et les chiffres PMI, manufacturiers et services. D'accord? Donc, c'est des indicateurs d'activité économique qui sont très importants, qui sont observés très sérieusement par les institutions, par les banques centrales et par les investisseurs. Ok? Et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on devrait rester dans des phases d'expansion économique sur les PMI manufacturiers et services, mais potentiellement avec de légères baisses, ce qui pourrait convenir au marché, notamment sur le secteur service, puisqu'on sait que c'est un secteur économique où justement l'inflation a le plus de mal à baisser. Ça me permet de faire la transition parfaite en parlant de l'inflation américaine avec le compte-rendu du FOMC d'hier soir. Globalement, pas de grosses surprises. La chose importante à retenir selon moi, c'est ce paragraphe-là dans lequel la Fed souligne ses inquiétudes sur le système bancaire qui présente à nouveau un certain nombre de vulnérabilités. Alors attention, vous vous rappelez ce qui s'était passé au mois de mars l'année dernière avec la SVB. La situation ne s'est pas améliorée, d'accord? C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça va mieux. Les banques régionales, les banques commerciales sont très fragiles aux États-Unis et on sait que c'est très clairement un catalyseur de crise économique. Enfin, ça pourrait être un catalyseur de crise économique. Donc, il va falloir être vraiment très prudent vis-à-vis de cela. Sinon, globalement, on reste avec un discours de la Fed très prudent, très patient, data dependent, meeting by meeting. Voilà, on prend les données comme elles viennent, on fait en fonction de ces données-là et on prend des décisions réunion après réunion sans forcément trop anticiper. Toujours, ils ont rappelé l'objectif d'inflation, de retour d'inflation à 2%. Donc voilà, il n'y a pas de surprise globalement dans ce compte-rendu du FOMC. On n'apprend pas grand-chose de nouveau. Ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur les estimations pour les prochains FOMC. Hein. Globalement, le marché attend toujours potentiellement un premier pivot avant l'été, donc sur le mois de juin. Moi, personnellement, je n'y crois pas, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, moi j'attends une première baisse des taux sans doute à la rentrée au mois de septembre. On a regardé ce matin avec les premiums, historiquement, la Fed n'a baissé ses taux qu'une seule fois pendant l'été. C'était en 2019 où il y avait eu une baisse de taux en août. Mais globalement, voilà, la Fed, elle sait très bien que voilà, pendant l'été, les marchés sont plus calmes, c'est différent. Elle ne va pas s'amuser à faire une première baisse des taux, je pense, juste avant l'été. À mon avis, elle attendra très certainement la rentrée avec le FOMC du 18 septembre. Ok? Donc ça, c'était du côté américain. Du côté européen, ce matin, on a eu des chiffres aussi assez intéressants d'un point de vue macro avec les chiffres des PMI manufacturiers et services. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que du côté manufacturier, ça va mal. C'est compliqué, notamment en France et en Allemagne. C'est des secteurs qui sont en grosse difficulté. Par contre, sur les secteurs tertiaires, dans les services, ça va mieux. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'Union européenne, on repasse à 50. Donc on repasse sur un niveau neutre potentiellement qui pourrait nous faire basculer dans une phase d'expansion économique. Attention quand même, parce que ça peut avoir, comme aux États-Unis, des répercussions sur l'inflation. D'ailleurs, les chiffres de l'inflation qui ont été publiés ce matin donc, sur l'ensemble de l'Union européenne, bon, voilà, globalement, ça reste conforme aux attentes. On reste scotché aux alentours des 3%, un petit peu pour l'IPC classique. Et pour l'IPC Core, on reste au-dessus des 3%, donc encore bien trop éloigné des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Pardon, pour continuer un petit peu sur les marchés financiers traditionnels, pardon, excusez-moi, j'ai un petit hoquet qui me vient.
En termes de position, donc je vous ai expliqué un petit peu ce que je faisais sur les indices. Sur le Forex, donc je suis rentré en short sur Euro USD. Je suis rentré en short sur GBP USD. Pourquoi? Parce que le dollar est parfaitement venu chercher le scénario qu'on travaillait depuis 2 semaines. Hein. Je vous rappelle, ça fait depuis le début du mois de février, même plus de 2 semaines, ouais, à peu près, qu'on attend que le dollar revienne chercher cette FVG. Donc là, c'est ce qu'il a fait. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais on a fait nos premières entrées. Et on en a profité aussi pour reprendre un petit peu de profit sur le gold, du coup, qui se stabilise là aux alentours des 2030 points. Ça a l'air d'être compliqué pour lui de viser plus haut. Je pense que la target des 2050 est un petit peu trop ambitieuse, un petit peu trop optimiste. Donc on va la mettre de côté pour le moment. Et puis on va voir un peu comment ça va se comporter le dollar sur cette fin de semaine pour envisager la suite. Sachant que je vous rappelle, mais la semaine prochaine, on a aussi de très gros catalyseurs macroéconomiques qui nous attendent, avec notamment les chiffres de la croissance et les chiffres PCE, donc de l'inflation aux États-Unis. Ok ? Donc voilà, pas mal de petites positions sur le Forex. Au-delà de ça, je suis sorti de ma position sur Euro GBP. Pour moi, on bloque vraiment trop sur ce niveau de résistance. Donc j'ai préféré clôturer ma position. Et pareil sur le GBP AUD, pardon, je suis sorti. Donc voilà, fin de position sur ces trades-là. Même chose d'ailleurs sur l'USD4, j'allais oublier. Je suis sorti aussi totalement. C'était une position qu'on avait depuis un bon petit moment maintenant. Donc voilà, j'ai un peu réduit mon exposition au marché parce que c'est vrai que je commençais à avoir pas mal de trades en cours. J'aime pas trop avoir de trop grosses expositions sur le marché parce que du coup ça me permet d'être un petit peu moins flexible, d'être un petit peu moins agile en vue de potentiel retournement, en vue de potentiel imprévu. J'aime bien avoir la capacité de rebondir, de réagir assez vite. Et c'est vrai que quand on est surexposé au marché, bah, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Donc voilà. Ça c'est pour le Forex, donc matière première je vous dis pour le gold. Pour le pétrole, bon, on s'est approché de notre zone d'entrée hier mais on n'est pas venu la récupérer. Donc moi je ne fais rien, tant qu'on n'a pas récupéré cette zone des 75-50, je ne repars pas à l'achat sur le pétrole. Pour moi il faut vraiment qu'on récupère, qu'on clean ce niveau avant de pouvoir viser 81, 83, voire 87 dollars. Mais ça sera vraiment plus tard dans l'année je pense. Donc voilà, pour le moment on reste patient de ce côté là, on reste attentif et surtout on ne se précipite pas les amis, très 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 important. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup du côté des marchés financiers traditionnels. On va désormais pouvoir basculer du côté du marché crypto. Marché crypto qui, un petit peu comme les marchés tradis, a bien profité de la publication des chiffres de Nvidia. On a un marché qui repart dans le vert ce matin. Vous voyez, Bitcoin qui se rapproche des 52 000, Ether qui est repassé au-dessus de la barre des 3 000. Et puis globalement, la plupart des alts qui s'en sortent plutôt bien, même si on en a vu certains un peu plus en difficulté, comme STX ou Starknet. Globalement, c'est plutôt pas mal, plus 6% sur BNB, pareil sur le BIM, pareil sur le WorldCoin, RNDR et GRT aussi qui se portent très très bien. Globalement, sur le marché crypto, mon analyse elle est assez simple. Je reste dans un biais baissier à moyen terme sur le Bitcoin. En 4 heures, vous savez, donc j'ai une entrée aux alentours des 52 500 dollars. Je reste vendeur, d'accord? Pas de changement de ce point de vue-là. Je reste vendeur à moyen terme. Du coup, même si effectivement sur du plus court terme, sur du 15 minutes, on a un scénario qui est plutôt bullish, je ne me positionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir des biais et des positions divergentes sur un seul et même actif. Déjà, globalement, je trouve que c'est pas forcément terrible d'avoir des biais et des positions divergentes sur une même classe d'actifs. Mais alors, sur un seul et même actif, c'est encore plus compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je garde mon plan swing vendeur sur le BTC. Mais par contre, je me permets des petites positions à plus court terme sur Ether et sur les alts à l'achat. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait hier sur Ethereum, d'ailleurs globalement sur l'ensemble de la semaine. Je vous avais partagé aussi une petite position à l'achat hier après-midi sur le DOT. Hop, je vais la retrouver. Elle est où? Il est là, voilà. Polkadot aussi sur lesquels on s'était positionné. Non, c'était pas celui-là. Alors attendez, hop. C'était cette position-là. Donc voilà, on se permet des plus petites positions à court terme sur Ether, sur des alts. Mais voilà, on reste très prudent, on reste très patient. Pour le moment, sur le marché crypto, moi, j'ai quand même toujours mon biais. Voilà, encore une fois, je le répète, mes vendeurs sur du 4 heures sur BTC. Alors, il se passe pas mal de choses sur le marché. Ça fluctue pas mal. On l'a vu avec l'Open Interest, il y a eu des mouvements intéressants. Même chose du côté des funding et des spots. Ça rachète, ça revend. Il y a beaucoup de volume, je trouve. Il y a beaucoup d'activité sur le marché. On le voit aussi du côté des ETF d'ailleurs avec les volumes de certains ETF. Je pense à celui de Von Eck notamment hier qui a totalement explosé. Donc il faut faire attention à ça. C'est des données qui ne sont clairement pas à négliger. Et puis on reste dans une situation quand même où il y a beaucoup d'ordres de part et d'autre de la zone actuelle sur le marché. Beaucoup d'ordres en attente, beaucoup d'ordres limites. Donc le marché va essayer évidemment d'aller les récupérer, d'aller les prendre pour aller prendre une direction un petit peu plus claire derrière.
Et puis au-delà de ça, je le répète encore, je vous en ai parlé ces derniers jours, mais demain, on a plusieurs millions de dollars de contrats qui arrivent à expiration sur Bitcoin avec un max pain price à 48 000 dollars. Il est remonté un petit peu, on était à 47 début de semaine, 48 aujourd'hui. Donc voilà, ça reste quand même bien en dessous de la valeur du cours actuel qui est aux alentours des 52 000. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. On va terminer avec une dernière petite opportunité les amis. Sur Binance, vous avez la possibilité de participer à un nouveau lancement, le token Launchpad, le token Portal, pardon. Donc moi, vous voyez, j'ai participé. Alors, il faut que je rajoute du BNB parce que j'avais plus beaucoup de BNB sur mon Binance. Donc, il faut que je me renvoie du BNB pour stacker un peu plus. Parce que là, vous voyez, j'ai une toute petite participation. Hein, ça va clairement pas être suffisant. Donc, il faut que je me renvoie du BNB. Mais ça peut être très intéressant, d'accord? Encore une fois, les lancements sur Binance, ça coûte rien. Vous avez juste à stacker vos BNB, à attendre un petit peu. Là, la période de farming dure 7 jours. Et puis, vous récupérez vos BNB et vous récupérez le token qui a été lancé. Donc, c'est de l'argent gratuit. En plus, il faut vous dire une chose, c'est que là, vous recevez effectivement un token au cours actuel, mais potentiellement, c'est des projets, c'est des tokens qui sont amenés à se valoriser pendant le bull run. Donc franchement, ça peut être vraiment très intéressant. Le portal, en plus, bah voilà, c'est une plateforme de jeu inter-blockchain Web3 dans le domaine un petit peu gaming. Donc c'est forcément une narrative qui a du potentiel. J'ai commencé à regarder, le projet a l'air pas mal. Il y a une bonne team, une bonne tokenomics. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui se demandent, privilégiez plutôt le stacking de BNB plutôt que du FDUSD, vous aurez des bien meilleurs rendements. Et donc voilà, si ça vous intéresse, ça se passe sur Binance, ça peut être une opportunité quand même assez intéressante. Et puis voilà, encore une fois, c'est de l'argent gratuit, vous n'avez rien à faire, il faut juste attendre quelques jours et vous récupérez votre investissement et des tokens en plus. Moi, j'avais participé dernièrement à celui du Pixel et celui de Altlayer. Ça s'est très très bien passé. Il y avait eu, alors pas sur Binance, mais il y avait eu les lancements de Jup et de Dim aussi qui s'étaient très bien passés, contrairement à celui de Starknet dont on a parlé d'ailleurs hier. Mais voilà. C'était la petite info importante du jour, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. On arrive au terme de cette vidéo les amis. Cet après-midi, on se retrouve à 15h15 pour le live du jour. Vous aurez un live aussi à 18h avec Théo qui reviendra sur les actualités. Et 20h30, cours de préparation bull run avec les membres premium du serveur Discord. Voilà les amis, je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'ai essayé d'être le plus dense, le plus concis possible dans cette petite matinale. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça ferait vraiment super plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée, une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.